Et le temps de vous dire tout ça, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Notre invité politique ce lundi matin est Maël Lepillouer. Il est secrétaire fédéral des Jeunes Socialistes costarmoricains. Il est avec nous en direct pour parler de politique. Bonjour Maël Lepillouer. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Alors on va parler donc de politique et il y a de quoi dire avec ce 49.3 que va dégainer, si vous me permettez le terme, François Bayrou. Premier 49.3 de ce gouvernement Bayrou, peut-être le dernier aussi, si l'on en croit l'envie en tout cas de la France Insoumise de dégainer de son côté la fameuse motion de censure. Comment va se situer le Parti Socialiste sur cette motion de censure ? Eh ben écoutez, à 8h16 très précisément à votre horloge, je ne peux pas précisément vous le dire car en venant j'écoutais encore les dernières actualités et Boris Vallaud, le président du groupe à l'Assemblée nationale, affirmait que la décision n'était pas encore tranchée. Donc nous verrons bien ce qui se passe, mais la position de François Bayrou est quand même regrettable. Lui qui s'était affiché au moment de sa prise de fonction et au moment de son discours de politique générale comme l'homme du compromis, comme l'homme qui allait permettre un dialogue entre les partis, visiblement n'est pas Henri IV qui veut, visiblement. Alors, je ne sais pas si la référence à Henri IV va porter ses fruits, mais en tout cas, il y a ce risque de censure du gouvernement porté par la gauche. Alors, une partie de la gauche, on l'a compris, le Parti Socialiste n'a pas encore pris sa décision, mais 49.3 qui peut aussi être voté par le Rassemblement National. Alors, si je vous demande ce que va faire le Rassemblement National, je m'attends un petit peu à votre réponse, mais est-ce que ce serait regrettable, justement, une nouvelle motion de censure? Est-ce que ça risque de rajouter du chaos, j'allais dire, à l'instabilité ambiante? Mais le chaos, il a été provoqué par le président de la République en juin dernier. Il n'y avait absolument pas de nécessité pour lui de dissoudre, mis à part cacher peut-être ou révéler au grand jour les failles de comment ça s'appelle, de sa partition musicale qu'il tente de nous jouer depuis 7 ans. Il se retrouve avec une absence totale de majorité, avec trois blocs à la Chambre. On se croirait revenu au temps de la Troisième République, voire à la fin de la quatrième République et bon, j'espère que nous ne revivrons pas un mai 58 quand même, mais vous avez une idée d'un recours, d'un sauveur, le général de Gaulle n'étant pas disponible? Non, faut arrêter en France avec ce mythe du sauveur. Franchement, c'est voilà, même il y a plusieurs bouquins d'historiens qui sont sortis là-dessus. Non, le mythe du sauveur en France, on a vu ce que ça a donné, hein. Napoléon, le général de Gaulle, Emmanuel Macron, visiblement, il y a quand même une atmosphère de fin de règne en ce moment. Pour être un peu plus précis, le Rassemblement National joue la menace comme d'habitude. De toute façon, le jour où ils ne sont pas menaçants, ce n'est plus le Rassemblement National, hein. Voilà, parler c'est bien, mais agir effectivement chez eux c'est un peu plus compliqué. Avec quand même beaucoup de Français qui placent leur espoir dans le Rassemblement National. On l'a vu, c'est presque 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National. Alors, est-ce que c'était un vote de colère ou était-ce pour quelques-uns d'entre eux, en tout cas un vote d'adhésion? La question peut se poser aujourd'hui. Il y a des deux parce que à droite, effectivement, la famille des droites, la famille libérale et la famille conservatrice sont complètement dynamitées. Enfin, la famille conservatrice ne sait pas qui choisir entre la famille libérale et la famille nationaliste, donc une partie dont Éric Ciotti sont partis voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et puis à gauche, force est aussi de constater que malheureusement, et moi je le regrette en tant que militant, nous n'arrivons pas à sortir de ces querelles internes. Et là, je mets les 4 grands partis évidemment dans le même sac parce que chacun a ses torts. Mais effectivement, la stratégie du bruit et de la fureur qui a été prônée par Jean-Luc Mélenchon, et je fais une distinction entre Jean-Luc Mélenchon et une partie de la France Insoumise, parce qu'il y a une partie à la France Insoumise qui veut travailler, qui a à cœur de faire avancer la démocratie, cette stratégie ne porte pas ses fruits et on le voit sur le
territoire, pour avoir fait nombre de marchés depuis 6 mois, même encore pendant les vacances de décembre, je suis allé à la rencontre en tant que secrétaire de section de Guingamp-Paimpol agglomération des habitants et des élus. Effectivement, il y a un sentiment de lassitude, un sentiment de colère. On m'a interrogé pour savoir pourquoi nous avions voté la censure contre le gouvernement Barnier. Voilà, j'ai exprimé moi mon ressenti et je donnais quelques arguments. Bon, une partie des personnes pouvaient comprendre, mais effectivement, le fait qu'il n'y a pas de budget, c'est quand même assez dramatique parce que nos collectivités territoriales ne peuvent pas tourner. Aujourd'hui s'ouvre le DOB au conseil départemental. J'en discutais avec Christian Coy, président de la collectivité, lors de cérémonies de vœux et de la manifestation de l'hôpital samedi. Effectivement, ça va être, nous allons vers des jours assombris, pas des jours sombres, mais des jours assombris, ce qui va être problématique. Ça, déjà, d'une part, c'est la première chose. Deuxième chose, je vois fleurir depuis une semaine des études gouvernementales montrant que la censure coûterait 175 € par Français. C'était Christine Vautrin, ministre de la Santé, qui l'a affirmé hier dans un journal parisien. Mais effectivement, moi je pose la question inverse, qu'est-ce qui coûte le plus cher 7 ou 8 ministres de la Santé depuis 7 ans, ou une censure qui vient d'un déni démocratique, celui du compromis, parce que nous sommes quand même, la politique en France, c'est une situation de compromis. Nous ne sommes plus autant des grands blocs politiques qui permettaient à un parti ou à une famille politique de faire avancer le pays. Ça c'est la deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que à la base la problématique vient du gouvernement, mais que le gouvernement a refusé de travailler, a refusé d'élargir. François Bayrou aurait très bien pu regarder au niveau des partis de gouvernement. Lui qui ne cessait de prôner au début des années 2010, je crois que c'était, il me semble de mémoire en 2006, il faut passer à la 6ème République, il faut arrêter avec le 49-3. Il est en train de nous faire tout l'inverse, mais bon, ça c'est pas grave. Chacun a besoin d'évoluer aussi politiquement dans sa pensée. Mais quand même, il y a ce souci en France. Et puis, on l'a bien vu, le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement de recyclé de la Macronie. Moi, les gens m'ont dit, le gouvernement, d'accord, c'est des fidèles d'Emmanuel Macron. Et après, ils ajoutaient, mais Manuel Valls, qu'est-ce qu'il vient faire là? J'ai même quelqu'un du Centre-Bretagne qui m'a dit, il m'a dit, moi je n'ai jamais vu la mer, mais pauvres habitants de Mayotte, ils viennent de se prendre un cataclysme et on leur envoie Manuel Valls au secours. Donc voilà, donc vous verrez que le mythe du sauveur en France, avec Manuel Valls au gouvernement et aux Outre-mer comme ministre d'État, il a pris un coup. Le président de la République, Emmanuel Macron, a loupé le coche. Il fallait ouvrir à gauche. Il fallait un premier ministre, une première ministre de gauche. Pareil pour François Bayrou. Il a loupé le fait d'ouvrir à gauche, d'ouvrir son gouvernement à gauche. Alors, quand on regarde la situation qui découle justement des élections de juin dernier, effectivement, c'est un sacré micmac électoral. Et la tradition républicaine veut que, effectivement, on appelle à la présidence, pas du Conseil, mais du gouvernement. Ça fait un peu 4ème République. Oui, mais il faut se référer à ce qui se passait pendant les républiques parlementaires, parce qu'on est exactement dans cette situation. La constitution de la 5e République a été faite sur un semi-présidentialisme et un semi-parlementarisme. Donc ça aussi, la constitution de la 5e République, c'est un métronome qui oscille entre ces deux points. Il faut la changer, cette constitution, il faut passer à la 6e, comme le demandent beaucoup de militants et de personnalités de LFI, par exemple. C'est une question qui fait débat au cœur du Parti Socialiste, mais moi je ne suis pas pour ce changement, je parle en tant que militant, je ne suis pas pour ce changement parce que je considère tout simplement, pareil, en tant que et là je me réfère à mes travaux d'historien aussi, au droit, quand on regarde le droit constitutionnel, une constitution c'est un texte qui n'est pas figé dans le temps, c'est un texte qui est adapté en fonction d'une certaine lecture. Le général de Gaulle avait sa lecture, François Mitterrand a eu sa lecture, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont eu leur lecture.
je me pose encore la question de savoir quelle lecture Emmanuel Macron a de cette Constitution. Visiblement, il y a quand même un manque de culture politique déjà chez lui et chez une partie de ses partisans quand on voit les discours qu'il peut y avoir. Mais même chez François Bayrou, c'est insoutenable le propos qu'il a tenu, c'est insoutenable. Justement, à propos des propos, si vous me permettez le terme, on a entendu François Bayrou parler de submersion migratoire. Ça a choqué, parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on entend forcément dans la bouche des centristes et a fortiori de Premier ministre. C'est quand même plutôt un discours que l'on entend du côté du RN ou voire de Reconquête. Hein. Mais moi, je pose une autre question. Où est passée la tradition social-démocrate de ce MRP que François Bayrou nous vante tant? Où est passée cette position centriste? Je vais vous dire, moi, à chaque fois que je vois François Bayrou parler, il me revient en mémoire cette fameuse vidéo, cette fameuse parodie des Guignols de Droite City, où tout le monde, où on voit Pasqua, Chirac, Sarkozy, tout le monde s'entretuer. Et à un moment, François Bayrou, lui, se prend un poignard dans le dos en disant « Oups, pile au centre !» Mais la position de centriste, déjà avec Emmanuel Macron, avait pris un coup, mais là, François Bayrou achève définitivement d'enterrer cette famille centriste qui pouvait être un pilier d'équilibre pour la République et qui pouvait nous faire sortir de la crise politique que nous vivons actuellement. Mais effectivement, employer le discours du RN alors que il y a possibilité, je le répète encore une fois, il y avait possibilité de travail avec la gauche, entre guillemets, de gouvernement. Celle du Parti Socialiste, celle des écologistes et celle du Parti Communiste. Il y avait possibilité de travail et ça s'est très bien vu après la motion de censure qui a suivi le discours de politique générale. C'est-à-dire que le PS a fait le choix de ne pas censurer ce discours pour promouvoir une solution de compromis. Les écologistes et les communistes ont fait le choix de censurer, mais tout de suite ils ont dit, nous revenons dans les discussions. Mais parce que justement, nous ne pouvons pas avoir une position de cabri qui sautille sur sa chaise en criant dissolution. C'est pas possible. Dans l'État, c'est pas possible. On verra au mois de juin. Mais en attendant, il reste encore 6 mois. Il faut avancer. Il faut pouvoir donner au pays un budget pour que les collectivités puissent avancer, pour que les aides publiques soient aussi distribuées à ceux qui en ont le plus besoin, pour que les retraites, les loisirs, tout ça soit financé. Et, au bout d'un moment, l'argent est encore le nerf de la guerre, si j'ose dire. Il faut faire avancer le pays. Et voilà, il y a tout un tas de sujets, qui dans l'état actuel peuvent ne pas nous convenir, mais moi, je suis pour une stratégie à la Jean Monnet, celle des petits pas par avancer, même si des fois, il faut quand même faire de grands bonds. Je vais pas dire en avant parce que je vais me faire traiter de maoïste après. Mais il faut pouvoir avancer. Il faut avoir un budget. Il faut avoir cette condition en tête, qui soit respectueux de l'ensemble des Françaises et des Français. Il y a de grandes inquiétudes, hein, vous le soulignez, Maël Le Pilouer, de la part de différents secteurs de la société. On pense aussi au patronat qui s'inquiète aujourd'hui parce que sans budget, c'est bloqué, l'économie ne fonctionne pas. Et on a entendu d'autres propos encore, ceux de Bernard Arnault qui dit voilà, on est quand même dans un contexte où on favorise aujourd'hui en France la délocalisation. Alors menace ou coup de bluff, hein. Vous savez, moi je fais une distinction entre 2 types de patronat. Le patronat qui se lève tous les matins, qui travaille, qui est au contact de ses employés. Ce sont ceux qui gèrent les supermarchés en local. Je sais que vous en avez un pas très loin. J'ai moi-même dans mes amis un directeur de supermarché qui s'occupe de son rayon fruits et légumes tous les jours. Sauf le mercredi parce que c'est son jour de congé. Mais voilà, il est au travail tous les jours. Je pense aux patrons de PME, de petits artisans, des bouchers, des menuisiers, des charpentiers, voilà, tous ceux qui se lèvent le matin, tous ceux qui sont fiers de faire leur métier et qui le montrent, et à qui on n'accorde pas beaucoup d'importance. Le gouvernement n'accorde pas beaucoup d'importance quand on voit le mépris affiché envers ces personnes qui travaillent et leurs employés à travers la réforme des retraites. Et les grands patrons, avec des grands groupes, qui ont bénéficié
de subventions et d'argent public lors du Covid pour être lancé, et qui aujourd'hui refusent de rendre à la France ce que la France leur a donné. Alors certains médias ont mis en avant le patriotisme de Bernard Arnault. Oui, bon, patriotisme de pacotille un petit peu quand même, hein, parce que bon, certes, avancer la menace d'une délocalisation, je crois qu'un certain président français avait dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes, à des populations issues de l'immigration, si ma mémoire est bonne, mais il est temps aussi de faire plier un petit peu allez, on va oser la formule, le grand capital, au vu des chiffres records qui ont été faits pendant la crise du Covid. Il faut demander justement à ces grands patrons de participer à une forme d'effort national pour finalement pour faire face à la situation qui n'est pas brillante, il faut bien le dire. Mais quand on regarde, encore une fois, tant pis, après l'interview, je sais que je vais me faire attaquer sur les réseaux sociaux parce que je parle trop d'histoire, mais quand on regarde les situations de crise financière dans laquelle la France a pu être au cours de l'histoire, tout le monde mettait la main à la poche, tout le monde. Et aujourd'hui, l'effort qui avait été demandé par le gouvernement Barnier et l'effort qui est encore demandé par le gouvernement Bayrou tape sur les plus petits, c'est-à-dire sur la masse proportionnelle ou sur une masse proportionnelle. Tandis que en France, c'est 1% 1% des plus fortunés qui possèdent le plus gros capital. Et si l'effort doit être demandé à tout le monde, à ce moment-là, tout le monde doit donner au prorata aussi de ses moyens. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne à peine le SMIC ou qui gagne moins de 2000 € ne peut pas, en l'état actuel, au vu de l'inflation et au vu de la montée des prix, doit être exempté aussi d'une certaine manière de cet effort collectif. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Et en appliquant cette politique-là, nous retrouverons une certaine concorde au sein de la nation. C'est aussi pour ça. C'est-à-dire que nous, on l'entend sur les marchés. À chaque fois, on nous dit, sur le marché de Guingamp, par exemple, une petite dame qui me dit « Bah oui, moi, ma pension de retraite a été revalorisée. » Oui, mais vous savez combien je gagne en plus ? 15 €. Alors vous imaginez celui qui a 4 ou 5 000 € de retraite, combien il va gagner ? Voilà, c'est ça aussi qu'il faut faire. C'est arrêter d'une certaine manière, d'arrêter de chercher aussi la proportion et faire des paliers avec des personnes qui sont en capacité de donner. Avec le risque justement de délocalisation, donc là aussi brandi par les grands patrons des grandes entreprises, Bernard Arnault, vous le voyez partir aux États-Unis, on l'a vu un petit peu quand même pendant la cérémonie d'investiture de Donald Trump, ça peut faire partie des craintes aussi du gouvernement aujourd'hui de se dire attention, si on taxe trop, on va perdre des pans de l'économie finalement. Mais ce qui est étrange, c'est que quand vous avez plusieurs millions de Français qui défilent dans la rue contre une réforme des retraites complètement injuste, le gouvernement ne plie pas. Par contre, quand c'est effectivement le premier milliardaire de France, là on l'écoute. Ça pose quand même moralement un problème. C'est-à-dire que vous êtes dans une société où l'argent est roi finalement. Que si Bernard Arnault veut partir, mais qu'il parte, mais à ce moment-là, il faut entamer un bras de fer, il faut faire un rapport de force. Il faut arrêter de toujours privilégier les plus riches au détriment des plus pauvres. A-t-on encore le moyen aujourd'hui de pouvoir faire justement ce bras de fer, ce rapport de force ? Vous savez, c'est une question. Moi, je considère que peut-être pas en l'état, mais c'est aussi une question de volonté, et c'est une question de vision politique. Aujourd'hui, on n'a plus cette vision politique à long terme. On l'a à moyen terme, et encore, ce sont les élus locaux qui l'ont à moyen terme, mais à court terme, c'est une question gouvernementale. C'est une des problématiques que nous avons aujourd'hui. Alors sur le budget, on parlait de ces grands patrons, mais il y a aussi les taxations, il y a aussi le retour des impôts. On en entend beaucoup parler, ça inquiète beaucoup. Et puis il y a effectivement les difficultés pour payer les fonctionnaires, parce qu'on arrive là au bout du compte.
pour également faire tourner le pays. Alors comment trouver ce point d'équilibre sur ce futur budget 2025 sans trop taxer, en continuant à investir, en continuant à faire tourner le pays, voilà, avec toutes les inquiétudes. Là, on a entendu ces dernières heures le gouvernement faire planer la menace de ne pas lancer les prochains, en tout cas de l'embauche de services civiques, avec des difficultés pour payer les services civiques. On en est là aujourd'hui. Est-ce que la situation est plus grave qu'on peut l'imaginer ? Mais la situation est peut-être plus grave qu'on ne peut l'imaginer parce que nous n'avons pas eu tous les éléments. Il y a une découverte, bizarrement, quand notre ancien ministre de l'économie a quitté Bercy pour la Suisse, il y a eu effectivement une découverte, la découverte de la partition du Mozart de la finance. Mais effectivement, l'effort, comme je vous le disais, l'effort doit être collectif. Il doit être raisonné. Mais les menaces gouvernementales ne sont que des menaces, à voir si elles sont appliquées ensuite. Mais encore une fois, comme je vous le dis, ce que vous venez de citer, c'est on tape encore sur les plus faibles au détriment des plus forts. Après, vous me direz, c'est aussi une certaine logique. Mais effectivement, pour tout ce qui est association, pour tout ce qui est service civique, moi, on le voit notamment. Moi, je fais partie de la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor. Oui, c'est une question qui s'est posée en conseil d'administration, justement parce que comme les collectivités territoriales allaient devoir faire un effort et ont des problèmes de financement au niveau des départements. Quand on voit le financement des départements basé sur quelque chose de complètement aléatoire, c'est problématique. Mais voilà, les associations vont avoir besoin de financement et en fait avec ce budget Barnier-Bayrou, et ben finalement on va assister à un recul des actions de la société civile. J'entends par là toutes les associations qui vont devoir trouver beaucoup plus de fonds pour pouvoir financer des activités, mais ça va être très très compliqué à l'avenir. Et vous voyez, ce que je porte en tant que secrétaire de section à Guingamp-Paimpol, c'est avant tout un dialogue avec les élus locaux et avec ces associations. C'est moi ce que j'appelle un projet de territoire, justement pour essayer faire je vais pas dire lister parce que ça fait un peu ça fait un peu liste de courses, mais voilà, aller à la recherche de ce qui peut poser problème, mais aussi les solutions qui peuvent être apportées. Par exemple, j'étais au vœu vendredi dernier à Rostronin, j'ai félicité le maire parce que je savais que c'était un endroit dynamique, mais c'était un point quand même, c'était excellent à entendre. C'est-à-dire qu'on met en place des solutions pour aider les jeunes et les aînés. Là où d'autres collectivités font le choix d'aider uniquement une des deux catégories de population, c'est-à-dire qu'on met en place des moyens de locomotion, je crois que c'est autour de 50 centimes le voyage pour pouvoir se déplacer à Saint-Brieuc ou à Carhaix pour aller voir le médecin. On met en place des activités jeunes. Voilà, on fait en sorte d'avoir un territoire dynamique. Et je suis convaincu, et ça, François Bayrou l'avait promis, mais encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Jacques Chirac. Voilà. Avait dit qu'il s'appuierait énormément sur les élus locaux. Mais les élus locaux ont une partie de la solution pour justement retrouver un équilibre du pays. Le local, le territoire, finalement, c'est de là que pourraient venir les solutions. Moi, j'en suis parfaitement convaincu. Et voilà, nous au niveau de notre section, si vous voulez, on va lancer un travail de réflexion avec des cahiers que nous porterons sur les marchés. Nous allons créer aussi un lien internet pour que toutes les générations puissent communiquer. Nous irons faire aussi du porte-à-porte. Voilà, ça sera mis en place d'ici le mois de juin pour recueillir effectivement toutes ces petites solutions qui, mises bout à bout, peuvent donner des éléments programmatiques, des éléments de réflexion, là où effectivement, une partie de nos représentants, je vais vous dire, quand vous regardez actuellement les députés macronistes du département, nous en avons 3. Combien ont un mandat d'élu local ? Ah, la bonne question. Un seul. Bon, Éric Boterel a été élu local auparavant, du temps où il était encore à gauche. Mais Hervé Berville, qui a été ministre, n'a, il me semble, aucun mandat d'élu local.
Donc c'est une problématique aussi. Et il faut justement aujourd'hui que celles et ceux qui arrivent à des fonctions un peu plus importantes soient passés par la case mairie ou par la case conseiller départemental. Je vais vous dire, moi, du coup, je viens d'une commune qui est un ancien chef-lieu de canton, et le maire de cette commune, qui était Paul Kervarec, qui a été très longtemps maire de Plouagat, m'avait dit un jour, m'avait donné un conseil quand j'ai commencé à faire de la politique. Il m'a dit, tu sais, il faut toujours commencer en bas, avec peut-être un jour l'espoir de terminer en haut. Mmh. Oui, moi je considère qu'il faut être conseiller municipal pour pouvoir progresser après. Alors effectivement, il faut pas oublier que cette élection se produit tous les 6 ans et qu'entre-temps, il peut y avoir d'autres élections. Mais déjà, avoir un mandat de conseiller municipal, moi mon père est élu dans la commune depuis 2008. Donc, je vois à quoi ressemble la vie d'un élu local. C'est parfois des coups de fil la nuit, parfois des invitations le dimanche après-midi à courir après des chèvres ou des vaches en divagation. Voilà, c'est tout ça. C'est être maire, c'est un quotidien particulier. C'est-à-dire que, on est appelé, par exemple, quand un tracteur défonce le mur d'une boîte de nuit dans le Trégor. Voilà, ça, c'est du vécu. Voilà, par exemple, je sais pas s'il nous écoute, mais le maire de la commune, qui est au Parti Socialiste, se reconnaîtra. C'est tout un tas de phénomènes. Et on ne peut pas, moi je considère qu'on ne peut pas écrire des textes législatifs si on n'a pas conscience justement de tout ce fonctionnement de la vie locale, de tous ces processus qui finalement en fait organisent la vie de la cité, car n'oublions pas que les élus municipaux sont les premiers serviteurs de la République. Et quand on voit l'état de la République et des élus municipaux, c'est très inquiétant, mais il faut quand même garder espoir. Nous y arrivons. Avec les municipales qui commencent déjà à prendre relief, allais-je dire, puisqu'on voit déjà les états-majors des différents partis politiques commencer à placer leurs pions, si vous me permettez le terme. On en reparlera évidemment. Un dernier mot sur la censure. On risque un éclatement de l'union de la gauche, du NFP, parce qu'on voit que tout le monde n'est pas d'accord chez LFI, tout le monde n'est pas d'accord au PS. Est-ce que ça peut être source d'inquiétude pour le NFP ? Source d'inquiétude, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être que si les cadres, encore une fois je fais une distinction au sein de LFI, les cadres de LFI arrêtaient de distribuer des brevets de NFP aux différents membres des autres partis, peut-être que nous avancerions un petit peu plus dans le débat, dans le compromis. Mais effectivement, on va pas parler d'explosion parce que nous savons très bien, comme vous l'avez dit, il y a les élections municipales qui approchent. Nous avons tous à gauche, nous avons tous besoin les uns des autres. Il ne faut pas l'oublier. Et j'invite tous les partis politiques à méditer cette maxime. Avec quand même Emmanuel Bompard qui a dit que, il était en désaccord total avec les propos de Lionel Jospin, qui a appelé les socialistes à ne pas voter la censure, à essayer de voter justement ce budget vaille que vaille. Oui, mais vous savez, quand il y a plusieurs voix qui parlent au nom d'un seul parti, c'est assez problématique. Parce que quand on regarde l'organisation finalement de la France insoumise au niveau des cadres, encore une fois, la parole n'est pas claire. Quand on voit par exemple le positionnement d'Emmanuel Bompard à ce sujet, il oublie de préciser que Lionel Jospin est un des seuls socialistes que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais attaqué. Voilà, parce que effectivement, il y a un grand respect de la part de Jean-Luc Mélenchon envers Lionel Jospin, puisque Lionel Jospin l'a accessoirement nommé ministre aussi peut-être. Mais il faut pas oublier ça. Et puis, encore une fois, c'est une question de culture politique. Mais bon, la culture politique, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, j'espérais pendant cette interview que votre téléphone sonne et que l'on sache si le Parti Socialiste voterait ou pas cette motion de censure. Il n'en fut rien. En tout cas, merci infiniment Maël Le Pilouer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral des Jeunes Socialistes costarmoricains. Vous êtes aussi en charge de la section Guingamp-Paimpol, donc secrétaire général adjoint. Non, secrétaire de section. Secrétaire de section, voilà. Il faut que ce soit énoncé clairement. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce lundi matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous de même. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.